pour le peuple soviétique et pour les communistes du monde entier. C'est un terme très ambigu, parce que, d'abord, il laisse supposer que cette évolution est liée à un homme ou à un groupe d'hommes, peut-être à une situation sociale d'arriération et d'encerclement, et que donc, une fois qu'un certain type de dirigeant a disparu de la scène de l'histoire, et qu'un certain type d'encerclement et d'arriération a disparu de la scène de l'histoire, ces phénomènes-là ne se reproduiront plus. Or, l'expérience démontre que ce n'est pas exactement vrai. Qu'on peut, et c'est l'exemple de la Tchécoslovaquie, dans des pays, disons, développés, dans des pays avec une classe ouvrière, avec une très longue tradition démocratique et une très longue tradition de lutte de toutes sortes, avec un parti communiste qui avait une véritable existence, qui ne dépendait pas des décrets de l'extérieur ou de l'étranger, on peut quand même arriver à imposer un certain modèle que nous appellerons, pour simplifier, staliniste. Donc, il faut, en plus des raisons, disons, historiques, et géographiques et économiques, chercher une raison, à mon avis, supplémentaire et qui, pour employer un terme à la mode, surdéterminerait toutes les autres. Et c'est, à mon avis, dans le mécanisme même de fonctionnement des institutions issues du pouvoir et des institutions du parti qu'il faut chercher ce phénomène de surdétermination. Le Parti communiste français, de 1944 à 1953, a été incontestablement stalinien. Il le reconnaissait, et nous avons tous été staliniens. Et avec lui, des millions de Français qui ont été communistes, donc staliniens, à cette époque. Mais qu'est-ce que c'était que notre stalinisme? Je crois que c'est cela qu'il importe de bien dégager. Le stalinisme, c'était d'abord la pensée que l'Union soviétique était le premier État socialiste et qu'elle défendait, qu'elle construisait le socialisme dans des conditions historiques tout à fait épouvantables. Je pense qu'en effet, il y a des moments de crise, des moments d'action où les choses deviennent facilement noires et blanches et où l'esprit critique peut retarder l'action nécessaire. Mais je pense qu'il ne faut absolument pas faire de ça une norme absolue, parce que l'absence et la destruction de l'esprit critique finit toujours par se retourner contre la cause qu'on défend avec abnégation. Je crois qu'il y a dans la tradition du mouvement ouvrier et communiste une déformation de très longue date qui ramène toutes les comparaisons politiques à des comparaisons militaires. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement que le chemin de l'état-major vers les troupes, qui ne sont là que pour exécuter des ordres reçus, des plans élaborés, et qui n'ont absolument pas à intervenir dans la discussion du plan stratégique d'ensemble. On conçoit difficilement une armée se réunir pour voter démocratiquement si tel plan ou tel autre plan de tel état-major doit être appliqué à telle date ou à telle autre date. C'est impensable. Bien pour le bien ou pour le mal, mais c'est impensable. Alors que justement dans l'action politique, tout ce qui tend à reproduire ce modèle est néfaste pour l'action politique. Car la différence radicale, c'est que justement une action politique de masse ne peut se concevoir que dans une dialectique constante et qui détruit constamment le rapport entre la base et le sommet et qui recrée à chaque instant un nouveau rapport où l'initiative de la base, disons des masses, en politique on lui parlait des armées, doit pousser et faire que les états-majors à tous les niveaux, syndicaux, politiques, au niveau des conseils, au niveau de la démocratie ouvrière, reçoivent constamment une impulsion nouvelle et retransmettre de nouveau cette impulsion en masse. Vous avez rêvé la Chine. C'est sans doute votre fonction d'être les ratons laveurs de la Révolution, de la faire apparaître toujours immaculée, c'est-à-dire explicable.
tout le reste s'était accompli sans vous, vous trouviez là votre utilité. Expliquer. Tout expliquer. Ça ne vous paraissait sans doute pas suffisant que l'histoire humaine telle qu'elle est, avec ses horreurs et ses souillures, se montre capable d'arracher un pays de 700 millions d'hommes à la misère et à l'esclavage, fût-ce en créant de nouvelles formes de servitude contre lesquelles une autre vague de l'histoire aurait à lutter. Non. Il fallait que tout y trouve son compte tout de suite. La théorie politique, la démocratie, la philosophie et même la littérature et l'art. Les contradictions, on ne peut pas dire que vous les refusiez. Vous faisiez même grand cas de la lutte perpétuelle entre les deux lignes. Mais elles se déchiffraient toujours rétrospectivement et du point de vue du vainqueur. Vous pratiquiez une dialectique à l'envers qui commençait par sa conclusion, c'est-à-dire la parole de la faction dominante, et remontait impeccablement à une origine jusque-là inaperçue. Chaque crise n'engendrait pas seulement un nouvel avenir, mais un nouveau passé, parfaitement clair, même si un peu monotone. Les naïfs, les humbles résistaient aux mensonges à leur manière, naïvement, humblement. Pas vous. Votre intelligence, au contraire, s'en trouvait fortifiée. Elle s'affrontait à ce vertige de la bêtise qui la stimule et lui fait éprouver, une fois le vertige surmonté, une fierté d'alpiniste. Si bien qu'à tout expliquer, à tout justifier, vous vous serez conformé à ce qui de tout temps a été la tâche assignée aux intellectuels par le pouvoir. Votre seule originalité aura été de le faire en proclamant la fin des pouvoirs et en vous persuadant que vous étiez en train de contribuer à les détruire. Georges Pompidou, président de la République française, futur mort, converse avec Chen Qing, épouse de Mao Tse-tung, future veuve. À la porte du Grand Timonier, Pompidou est accueilli par Wang Hongwen, que la révolution culturelle l'a propulsé au comité central, où il la représente symboliquement. Mao est à cette date le dernier survivant d'une espèce d'homme particulière. Celle qui règne moins par ce qu'elle impose, même si elle impose beaucoup, que par ce qu'elle incarne. Quelque chose qui tient au besoin de croire, au sens du tragique, à la peur du vide et à l'image du père, qui n'est certainement pas ce qu'il y a de plus réconfortant dans les sédiments de l'esprit humain, mais qui est là, où se forgent les rêves. Seulement, il y a dans cette scène une erreur de distribution. C'est De Gaulle qui devait rencontrer Mao. Du moins, était-ce l'image prévue par l'histoire. Mais l'histoire se fait vieille, elle n'y voit plus bien clair. On la berne facilement. Surtout si l'on est normalien, madré et de plus stimulé par l'ingratitude. Je ne crois pas avoir ce qu'on appelle un avenir politique. J'ai un passé politique. J'aurai, peut-être, si Dieu le veut, un destin national. Ainsi commençaient les guerres de succession, en Chine comme en France, avec quelque part, semblait-il, la complicité, amère ou ironique, de ceux à qui il faudrait succéder. Je l'ai revu dans ces derniers jours de juin, où vraiment j'ai trouvé là un homme très différent, un homme lassé et manifestement incertain sur l'avenir, alors qu'il avait gagné la partie, puisqu'il y avait eu le 30 mai où il avait renversé complètement la situation. Mais manifestement, le général de Gaulle sortait très touché, très atteint par ces événements. Et puis, manifestement, beaucoup, même de ses fidèles, à certains moments, s'apprêtaient à l'abandonner, enfin considéraient qu'il devenait un personnage encombrant. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait peu de temps après.